Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Heureux de vous retrouver. Nous allons démarrer la commission des finances et des affaires générales de ce jour. Alors, à l'ordre du jour, we hebben een vraag om uitleg van de heer Kennis aan de heer Vervoort betreffende de toegang tot bestuursdocumenten en de non-transparantie van de regeringsbeslissingen. Meneer Kennis, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is inderdaad een vraag aan meneer Vervoort. Het is ook al de derde keer, jammer genoeg, dat ik hiermee moet terugkomen. Het gaat namelijk over de toegang tot de bestuursdocumenten en het weigeren van de regering eigenlijk om daarover publicaties te doen. Meneer de minister-president, wij denken dat zo'n transparante overheidsorganen essentieel zijn voor de staat van onze democratie, zowel voor burgers als voor verkozenen. De Raad van Europa, de Europese federale regionale wetgevers, de Brusselse politieke meerderheid en de oppositie, maar ook de burgers zijn zich bewust van het belang hiervan. Er bestaan dan ook internationale, nationale, gewestelijke en andere normen om dit te garanderen. En in ons gewest is dat het gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 2019, enkele dagen voor de verkiezingen, dat de bestuursdocumenten en de regeringsbeslissingen openbaar moeten maken. En dat blijkt nodig, want vandaag zijn ze dat niet. Als de beslissingen van de regering uiteindelijk wel gepubliceerd worden, gebeurt dat laat, te laat en onvolledig. Ze bevatten alleszins niet de notas waarop ze zich baseren, zoals nogthans verplicht is in dat gezamenlijk decreet en ordonnantie, dat u eigenlijk gewoon naast zich neerlegt. Meerdere keren al kom ik hierover tussen. Ik had een discussie met meneer Claire-Failly, met u zelf in een andere commissie, nu hier weer, maar ik kreeg eigenlijk nooit een bevredigend antwoord op legitieme vragen. Om de documenten toch te bekomen, begon ik dat direct bij uw kabinet op te vragen, de documenten, de beslissingen van de regering en de notas waarop zij zich baseerden, maar ook daar kreeg ik geen antwoorden op. Ik richtte mij dan tot de commissie toegang bestuursdocumenten en zij geven mij eigenlijk gelijk over de hele lijn betreft de actieve transparantieplicht van de regering, namelijk u moet die documenten publiceren. Ik zou die niet eens moeten opvragen, maar die regeringsbeslissingen moeten gepubliceerd worden. Ik kan dan alleen maar hier vaststellen, net als uw meerderheidspartners en de oppositie, enkele maanden of enkele weken ondertussen voor het einde van de legislatuur, dat de regering geen stappen vooruit heeft gezet betreffende de transparantie van de beslissingen van de regering. Meer dan 5 jaar na de goedkeuring van dat gemeenschappelijk decreet en ordonnantie leeft nog de regering, nog het Verenigd College die na. De agendas worden te laat online gezet, ook dat bevestigt de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten. De notulen van de vergaderingen zijn niet beschikbaar of te laat. De beslissingen worden slechts summier gepubliceerd en de notities ontbreken volledig. Eind december hadden we hierover een interessante discussie in de commissie waar de Commissie Toegang Bestuursdocumenten haar resultaten voorstelde en zij liet toen blijken hoe slecht de instelling bemand is en hoe sterk de besturen de regelgeving eigenlijk negeren, ook op lokaal niveau bijvoorbeeld. De regering doet alvast haar uiterste best om de wetgeving die hier gestemd is niet na te leven. Maar meneer de minister-president, wij blijven constructief en ik hoop dat u deze keer vooruitgang kan aankondigen en bevestigen dat u het eens bent met het belang van het respect voor de wet en de transparantie. Ik had dan van u ook graag gehoord wanneer de regering eindelijk de letter van de wet zal naleven, het gemeenschappelijk decreet en ordonnantie, en de adviezen van de Commissie van Toegang tot Bestuursdocumenten niet meer zal negeren, waarin ze vraagt om dringend die wetgeving te respecteren. En dus al uw beslissingen, inclusief de notities waarop ze gebaseerd zijn, daags na uw vergadering online te publiceren. Dat is de hoofdvraag. Ten tweede gaf u aan in het parlement dat adviezen over de publicatie en de voorbereidende notas zouden zijn gevraagd aan een DPO en contacteerde u de voorzitter van de Commissie Toegang tot Bestuursdocumenten. Daarover had ik graag geweten wat de stand van zaken is. Heeft u dat advies al? Kan u eindelijk de beslissingen en de notas waarop ze zich baseren publiceren? Zo niet, wat scheelt er, wat schort er? Hoe
Hoe komt het dat dat er nog niet is? En zowel wat bevat dat advies en wat maakt dat u eventueel nog geen stappen vooruit hebt gezet? Ten derde, u besprak een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van dit gemeenschappelijk decreet en ordonnantie. En ik had graag geweten wat de stand van zaken daarvan is. Zijn daar bepalingen in opgenomen die de toegang tot die documenten wijzigen? En wat is de tijdslijn van dit voorontwerp? Welke vorderingen, dat is mijn vierde vraag, staan er in het uitvoeringsbesluit dat op 7 december 2023 werd besproken betreffende de werking van de Commissie van Toegang tot Bestuursdocumenten? Wat was dat advies van de Raad van State hierover en wanneer denkt u het te kunnen goedkeuren? Hoe lost u ten vijfde het potentieel belangenconflict op waarbij de Commissie tot Toegang tot Bestuursdocumenten de regering en het parlement moet informeren als zij bepaalde documenten niet ontvangt, die onmiddellijk nieuwe sancties en bijhorende procedures moet vaststellen, maar waarbij u zowel rechter als betrokken partij bent? Ten zesde, hoe ontwikkelt het initiatief van de kanselarij zich? Dat zou dat allemaal moeten oplossen, maar waar staan we vandaag? Zijn er ordonnanties of uitvoeringsbesluiten voorzien en wat is de timing ervan? En tenslotte, wat de webstrategie betreft, kan u bevestigen wanneer er een nieuwe website of een degelijke website voor de publicatie van regeringsbeslissingen zal komen? Ik hoop alvast dat u ons kan overtuigen, want op dit moment komt u niet aan de eisen die we kunnen stellen betreffende transparantie van de regering. Dank u wel. Bedankt, meneer Kennis. Meneer de ministre-president. Monsieur. Monsieur Pitzès. Oui. Merci, je vous remercie. Bonjour, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre-Président. Suite aux questions posées par mon collègue Pepe Kennis, je souhaiterais aborder également une ou deux questions pratiques concernant la publicité des activités du gouvernement. Lors de la dernière question, lors du dernier échange que nous avons eu sur le sujet, vous avez eu l'occasion de répondre que le nouveau site Internet régional inclurait une rubrique transparence annonçant notamment, mais pas exclusivement, la composition des cabinets des ministres et des secrétaires d'État. Et j'ai donc été naviguer sur ce nouveau site Internet et je note deux choses. Contrairement à ce qui avait été annoncé suite aux derniers échanges que nous avons eus, la rubrique transparence n'est pas encore disponible sur la page d'accueil, ni sur la page d'accueil, ni sous l'onglet à propos de la région. Et nous avons été vérifiés, donc encore, cette rubrique n'existe pas encore. Et sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé le chemin sur le site me permettant d'accéder à la publicité des documents préparatoires et des décisions du gouvernement. Donc pour cela, j'ai dû, mais ça avait déjà été mentionné lors de ma dernière question à ce sujet, me rendre sur la base de données Editoria. Okay. Le problème, c'est donc que ce soit sur le nouveau portail Internet de la région ou sur le site Editoria, pas grand-chose n'est fait pour faciliter la navigation. Il y a des informations qui sont disponibles, mais lorsque vous n'êtes pas un professionnel de l'information, c'est compliqué d'avoir accès à cette information. Et je le répète à chaque fois, une chose est de garantir une transparence passive de l'information, une autre chose est de faciliter l'accès à cette information. Dès lors, Monsieur le ministre-président, j'avais trois questions à vous poser. Pourquoi n'y a-t-il pas encore, je dirais, de rubrique transparence dès la première page du nouveau site web régional? Il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas impossible à faire. Et donc, quand est-ce que cela pourrait être fait? À quelques encablures de la fin d'une législature, certes occupée, grandement occupée, pleine de choses. La deuxième chose, c'est les informations reprises sur la base de données éditoriales seront-elles orientées vers une nouvelle page sur le nouveau site web, de façon à être plus facilement accessible? De nouveau, une question très très pratique, mais qui, il me semble, mérite d'avoir une réponse précise. Et puis la troisième chose, quand est-il prévu de diffuser les notes et les procès-verbaux des réunions du gouvernement? Voilà. Bien, y a-t-il d'autres membres de l'opposition ou de la majorité qui souhaitent intervenir? Je n'en vois pas. Je cède donc la parole au ministre-président. Voilà, dank u wel. Dus meneer de volksvertegenwoordiger, de vorige voorzitter van de commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten had in zijn laatste jaren verslag over de mate waarin de bepalingen van het gezamenlijk decreet en ordonnantie overeenstemmen met de algemene verordening gegevensbescherming, die daar als hogere rechtsnorm boven staat,
Daarnaast verwees hij ook naar de problemen die zich in dat verband nog steeds voordeden. Ik heb de Data Protection Officer en de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten daarover enkele vragen gesteld. De definitie van het begrip persoonsgegeven, die in het AVG is opgenomen, is immers zeer ruim. We moeten daar rekening mee houden. Zowel de Data Protection Officer en de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten schuift de hete aardappel echter door. Zij vinden dat de gegevensbeschermingsautoriteit zich over deze juridische aangelegenheid moet buigen. De vorige Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten had het moeilijk om bepaalde knoppen door te hakken zonder gesteund te zijn door de gegevensbeschermingsautoriteit. De vorige voorzitter van de CTB wilde zelfs gebruik maken van artikel 53 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat artikel voorziet in de mogelijkheid om werkgroepen op te richten waarin bestuurlijke overheden op nationaal niveau overleg plegen over gemeenschappelijke knelpunten. Ik weet niet wat daaruit is voortgekomen. Ik heb onlangs zelf de gegevensbeschermingsautoriteit aangesproken. De bestaande bepalingen over de actieve en passieve openbaarheid van bestuur zijn overigens opgenomen in het eerste deel van het Brusselse wetboek voor gegevensbeheer, dat onder leiding van mijn collega Bernard Clairfailly is opgesteld. De bevoegdheden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten zijn door dat wetboek op enkele vlakken gewijzigd. Als u daar meer over wilt weten, kunt u zich wenden tot mijn beste collega Clairfailly. Ook met uw vragen over de gewestelijke webstrategie kunt u bij hem terecht. Tot slot kan ik u nog zeggen dat onze plannen om een gewestelijke kanselarij op te richten, ondanks de moeilijke begrotingstoestand, goed vorderen. De regering zal daarover binnenkort een beslissing nemen. Voilà ce que je pouvais répondre et je ne manquerai pas de transmettre à Bernard Clairfailly vos nombreuses demandes d'éclaircissement sur le site web. Je ne doute pas qu'il se fera un plaisir non dissimulé de vous répondre dans les meilleurs délais, et en tout le moins avant la fin de cette législature particulièrement occupée, comme vous l'avez signalé. Merci, Monsieur le ministre-président. Meneer Kennis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre-président. Bon, en fait, vous dites pas. Je ne vais pas publier les notes. J'ai demandé l'avis. Voilà, il se renvoie la patate chaude. Effectivement, c'est ce que nous avons constaté aussi. Mais il y a une obligation légale. Il ne s'agit pas toujours des données personnelles, de publier les décisions du gouvernement le lendemain des réunions, ainsi que les notes préparatoires. Les décisions sont d'abord approuvées. Le procès verbal est approuvé la semaine d'après. On n'approuve pas le lendemain, donc il faut attendre la semaine d'après. Le premier point de l'ordre du jour du gouvernement, c'est toujours approbation du procès verbal de et grâce, je ne vais pas vous inquiéter, mais régulièrement, il y a des discussions sur certains points du procès verbal, même si on a un excellent secrétaire. Comme bureau élargi. Ja, maar het houdt niet tegen dat de wettelijke verplichtingen niet na worden geleefd en dat de notas en de beslissingen niet op de juiste momenten worden gepubliceerd. De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten geeft daar trouwens heeft dezelfde mening en vindt ook dat dat wel degelijk moet gebeuren. En ik kan alleen maar constateren, in uw antwoord, geen engagement hoor om daar iets aan te veranderen. Monsieur Pitseis. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire à vos réponses qui sont tout à fait lisibles. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Pitseis. L'incident est clos. Nous passons à présent. Elle n'est pas là. Question 2 retirée. Je vois que Monsieur Gatz est présent. Je remercie Monsieur le ministre-président. Merci, Président. Et je lui souhaite bonne continuation. Non, je vais là. Mais c'est pour ça, je pense que vous avez une autre commission. Hein. Oui. Alors, je laisse le temps à notre ministre des Finances et du Budget de s'installer, ainsi qu'aux membres de son cabinet qui l'accompagnent. Et pendant qu'il s'installe, je vais céder la parole à notre
Estimés collègues et vice-présidents de la Commission, Madame Marie Lecoq, qui adresse une question à Monsieur Gatz concernant l'accord entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne concernant les nouvelles règles budgétaires européennes. Madame Lecoq, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Alors, Monsieur le Ministre, le 9 février dernier, réunis en trilogue avec la Commission européenne, le Parlement et le Conseil ont conclu un accord sur la nouvelle mouture des règles budgétaires européennes. Ça a longuement l'objet des titres médiatiques. C'est à concilier deux objectifs, la réduction des ratios de dette publique d'une part et la possibilité de dégager des marges de manœuvre pour investir dans la transition verte et numérique d'autre part. Censées être plus flexibles, ces nouvelles règles prévoient des plans d'ajustement sur 4 ans adaptés à chaque État membre. Néanmoins, le principe reste le même, la limite de 3% de déficit demeure la pierre angulaire du cadre budgétaire, sauf que, cette fois-ci, le temps accordé pour réduire ce gap peut être allongé à 7 ans, moyennant des réformes structurelles. Cependant, cette flexibilité, selon nous, n'existe qu'en apparence. Selon une étude de Bruegel rapportée par Le Soir, le journal Le Soir, même dans le cadre d'un programme d'ajustement sur 7 ans, la Belgique devrait réaliser un ajustement structurel de 5,1% du PIB, équivalent à un effort budgétaire de 31 milliards d'euros. En d'autres termes, ces nouvelles règles seront en fait bien plus strictes que les précédentes, qui étaient alors jugées inapplicables, en fait jamais vraiment sanctionnées. Cela veut donc dire que la marge de manœuvre des pays les plus endettés, donc des régions éventuellement, sera désormais plus restreinte, alors que nous devons pourtant, et c'est souvent l'objet de nos discussions ici, réaliser des investissements et des réformes nécessaires pour assurer la soutenabilité de cette même dette. En tant qu'écologistes, et ça a été aussi rappelé au niveau européen, nous regrettons l'absence du traitement préférentiel pour des dépenses orientées vers l'avenir. En effet, seuls les investissements qui sont engagés dans le cadre de cofinancement des programmes européens seront exclus de ce cadre. C'était quand même une avancée à souligner également. Des investissements qui seront pourtant absolument insuffisants pour atteindre les objectifs climatiques 2030, 2040, 2050. Un non-respect de ces objectifs pourrait coûter très cher à la Belgique en rachat de droits d'émission de CO2 et de fonds européens non. Cette inquiétude, nous ne sommes plus les seuls à l'avoir. La presse l'a également relayée en se demandant notamment si, je cite, ces nouvelles règles et en particulier l'exigence de réduire les ratios d'endettement offrent-elles un espace budgétaire suffisant pour engager les importants investissements requis pour préparer l'avenir, du journal Le Soir du 12 février. Dès lors, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous adresser les questions suivantes. Dans le cadre des négociations qui ont eu lieu, l'avis du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a-t-il été sollicité et, le cas échéant, quel était-il ? À plusieurs reprises au sein de cette commission, vous avez indiqué que les investissements stratégiques seraient progressivement réintégrés dans le budget, conformément aux prévisions que vous avez élaborées. Pour faire celle-ci, avez-vous tenu compte ou avez-vous éventuellement modifié vos prévisions des impacts de ce nouveau cadre budgétaire et de l'effort budgétaire qui devra être globalement consenti au niveau belge, hein? Et enfin, de quelle manière ce nouveau cadre permettra-t-il, selon vous, de financer des investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques 2030, 40 et 50, dans un scénario où notre région serait contrainte de réduire ses dépenses publiques? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Lecoq. C'est une question. Une demande d'explication. C'est une demande d'explication. Oui, vraag om uitleg. Monsieur Van Cohenberg et Monsieur Magdalens. Je crois que c'est Monsieur Magdalens qui avait démarré, donc vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'entends les réserves qui ont largement été relayées dans les journaux, dans la presse, venant notamment du parti du PS et d'Écolo. Parler de règles plus contraignantes aujourd'hui qu'hier, ça me paraît assez sujet à caution. L'Europe rappelle à la raison simplement l'ensemble des États membres et par là aussi les entités fédérées. Appeler à la raison suivant des règles qui, effectivement, si elles sont appliquées plus rigoureusement que pendant la crise sanitaire, fatalement nous obligent à certains efforts. On en a beaucoup parlé ici de la situation budgétaire très délicate de la région. Et donc j'espère que dans la réponse de Monsieur le Ministre, on aura aussi une vue de la situation potentielle de la région Bruxelles-Capitale si aucun effort n'est fait. Si nous continuons à entretenir les déficits aussi abyssaux que nous connaissons aujourd'hui et qui frisent le milliard d'euros pour, en gros, 5 à 6 milliards de recettes. Je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, si on veut faire de la prospective sur des programmes d'investissement qui devront être pris, en fait, sur le fonctionnement bouffi en termes budgétaires de la région, il faut aussi pouvoir être dans la prospective si d'aventure nous devions maintenir
les déficits que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'avance. Merci, Monsieur Magdalene. Monsieur Van Koenberg. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, donc effectivement, donc, on parle des économies qui vont de 27 milliards et ici j'entends même 31 milliards pour les 7 années à venir. Selon un calcul rapide, ça revient un peu à 780 € par famille par année pendant 7 ans. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et quelles sont les répercussions pour la région? Donc, y a-t-il clé de répartition ou quelles sont vos évaluations? Quelle part Bruxelles devra prendre à son compte? Et quelles sont les répercussions aussi pour la région, au niveau, pas seulement au niveau climatique, mais aussi au niveau social? Donc, on manque déjà de moyens dans beaucoup de services sociaux, pour nos hôpitaux, pour l'emploi, etc., la propreté, etc. Donc, est-ce que l'eau va devenir plus chère, etc. Donc, ça, c'est les conséquences possibles dont on peut s'inquiéter. Et puis, ma dernière question, c'est cette décision, elle a été prise au niveau européen sous la coordination de la Belgique. Est-ce qu'il s'agit d'une décision du gouvernement belge entièrement, comme l'a dit M. De Croo et M. Van Petegem aussi? Parce que j'entends ici des critiques par rapport à ça par un des partis de la Vivaldi. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une décision de l'ensemble du gouvernement ou est-ce qu'il y a encore des discussions au sein des gouvernements et entre les partis? Voilà, merci. Merci, Monsieur Van Koenberg. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, j'essaye de vous expliquer le mieux possible le cadre de gouvernance budgétaire européen qui devrait faire l'objet prochainement de modifications. Comme vous le rappelez, le Conseil et le Parlement européen ont abouti, le 10 février dernier, à un accord provisoire sur une réforme des règles budgétaires. Cet accord fait suite à un long processus entamé en novembre 2021. Et pour rappel, le 26 2023, la Commission a présenté un ensemble de 3 propositions législatives. 2 règlements visant à remplacer donc le volet préventif ou à modifier le volet correctif, les 2 piliers du pacte de stabilité et de croissance adopté pour la première fois en 1997, et une directive modifiée, donc le 3e élément, sur les exigences relatives au cadre budgétaire des États membres. Le 21 décembre de l'année passée, le Conseil a formellement approuvé un mandat de négociation avec le Parlement européen sur le règlement relatif au bras préventif et un accord de principe en vue de consulter le Parlement européen sur le règlement relatif au bras correctif et la directive concernant les exigences applicables aux cadres budgétaires nationaux. Cet accord politique provisoire sur le volet préventif du cadre de gouvernance économique doit encore être approuvé par le Conseil au sein du comité des représentants permanents et par la Commission des affaires économiques du Parlement qui se réunit le 4, donc aujourd'hui, et le 5 mars prochain, et avant de faire l'objet d'un vote formel au Parlement lors de la session du 22 au 25 avril prochain, et puis au Conseil début du mois de mai. Une fois adopté, le texte sera publié au journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur le jour suivant. Le règlement sur le volet correctif, quant à lui, ainsi que la directive sur les exigences relatives au cadre budgétaire des États membres, ne requiert pas la consultation du Parlement européen. L'ambition est d'adopter les 2 volets simultanément. Pour répondre à votre première question, des réunions ont eu lieu entre entités du pays sur le sujet, dont notamment le 27 octobre et le 6 novembre 2023. Nous avons plaidé à cette occasion au niveau bruxellois pour maintenir au maximum notre capacité d'investissement et pour une approche qui tient le plus grand compte de la situation par pays. Nous avons également rappelé que notre boussole, dans un contexte macroéconomique instable, doit également être le niveau de déficit de notre pays et des entités
qui le composent. In dit wil ik er u ook op wijzen dat België zijn stabiliteitsprogramma voor de jaren 21 tot 24 op 30 april 21 heeft ingediend bij de Europese Commissie. Voorafgaand werd dit programma op 29 april 2021 overlegd in de interministeriële conferentie van de ministers van Financiën, die er akte van heeft genomen. En dit programma bevat een begrotingstraject op middellange termijn. Sindsdien heeft de Europese Commissie meermaals opgemerkt dat de verschillende overheden die samen entiteit 2 vormen, dus de deelstaten, enkel akte hebben genomen van het traject van het stabiliteitsprogramma dat werd vastgesteld op het federale niveau, terwijl dit traject daardoor slechts een indicatieve waarde heeft. Ze stelt ook vast dat er tussen deze formele overheden geen formeel akkoord is, of deze verschillende overheden, geen formeel akkoord is bereikt over de verdeling van de bovenvermelde jaarlijkse inspanning van 0,07% van het bruto binnenlands product. Comme l'a rappelé récemment la secrétaire d'État fédérale au budget, c'est bien 27 milliards d'euros d'efforts sur base des nouvelles règles de gouvernance budgétaire et sur l'ensemble de la législature suivante qui devront être faits pour la maison Belgique, entre guillemets. Donc ça veut dire un effort entre 5 et 6 milliards par an. Le fédéral ne pourra pas assumer cet effort seul. La méthodologie Expenditure Benchmark doit encore voir le jour. Il n'est donc pas encore possible de ventiler à ce stade le montant d'un effort partagé entre entités. Concrètement, le programme de stabilité sera élaboré selon les anciennes règles. Les nouvelles sont encore entrées en vigueur. Un plan budgétaire structurel pluriannuel devra néanmoins être établi pour le 20 septembre, avec un report possible de 2 mois. À cette fin, la Commission européenne publiera une proposition de plan de dépenses en juin. Comme je vous l'ai indiqué, il n'y a actuellement pas de précision sur la répartition fédérale de cette trajectoire de dépenses. Enfin, pour répondre à la dernière question de Mme Lecoq, pour assurer l'atteinte des objectifs climatiques que vous mentionnez, il faut s'assurer que la Commission européenne ne déclenche pas une procédure pour déficit excessif d'ici l'été 24 et donc d'assurer à la fois la soutenabilité des investissements programmés et qui sont à mes yeux importants pour notre région, mais également oser mener des réformes permettant la réalisation des dits investissements et ce dans une trajectoire budgétaire partagée avec les autres entités du pays. C'est à mes yeux la priorité des futurs gouvernements de s'accorder sur ce point. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, pardon. Je pensais qu'il y avait d'autres collègues qui... Pas de souci. Merci, Monsieur le ministre. Mais donc j'entends bien qu'on arrive un peu trop tôt avant l'ensemble des détails. Après, sans doute que ça vaut quand même la peine d'avoir quelques projections. On a quand même un petit peu une idée de dans quel sens ça va. Et on sait par ailleurs que c'est un point sur lequel vous êtes aussi attentif et dont vous nous parlez régulièrement. Je pense qu'on peut en effet dire qu'il y aura probablement plus de flexibilité parce qu'on est dans une approche un petit peu plus pays par pays, quelque chose qu'on avait beaucoup réclamé. Mais par ailleurs, on garde quand même des métriques fixes, notamment la règle des 3% par exemple, qui du coup sont des règles qui s'appliquent à tous avec un chiffre choisi. Un chiffre choisi, comme ça. Et donc ça continue quand même à être, à notre sens, un souci. Alors, Monsieur McDaniels, rassurez-vous, sur la question du scénario catastrophe dans lequel on ne fait rien, ou si on ne faisait rien, qu'est-ce qui se passerait par rapport au budget régional? On interroge, je pense, ici environ tous les 2 mois, je crois, sur budgétaire régional et sur la capacité que nous avons encore à investir, parce qu'il y a un autre scénario catastrophe auquel on ne pense pas toujours, un autre scénario catastrophe dans lequel on ne fait rien, qui est en fait le scénario qu'on essaye d'éviter avec des investissements pour gérer la transition d'un point de vue climatique. Ce scénario catastrophe, c'est celui dans lequel on n'isole pas les bâtiments et dans lequel on a des citoyens qui se retrouvent de plus en plus dépendants d'une énergie qui éventuellement devient plus chère. C'est un scénario dans lequel on n'investit pas pour se protéger de la montée progressive des eaux, un scénario dans lequel on arrête de faire attention à la disparition progressive de la biodiversité et qui a des implications très fortes en termes alimentaires. Et donc l'idée n'est pas de dire qu'il faut s'en foutre de la santé budgétaire. Au contraire, c'est quelque chose qui doit pouvoir nous pousser à faire des choix d'investissement qui soient clairs vers là où nous voulons
aller et pour protéger ceux que nous voulons protéger. On avait fait d'ailleurs à ce titre des propositions au niveau européen qui visaient à amortir les investissements sur la longueur et donc de ne pas comptabiliser l'investissement exactement pile au moment où il est réalisé pour pouvoir permettre d'étaler les coûts sur les budgets de plusieurs années et ce qui nous permettrait donc de pouvoir continuer à investir dans des éléments qui sont importants pour nous comme la transition. Et c'est, voilà, à notre sens aussi des éléments dont on pourrait tenir compte à Bruxelles, en dehors du cadre, au-delà du débat européen que nous avons eu. Je vous remercie. Merci Madame Lecoq. L'incident est clos. Oui, c'est juste, excusez-moi. Il y a le droit de réplique des collègues Magdalene et Van Coemberg, s'ils le souhaitent. Oui, merci. Si je suis inquiet, c'est de la santé budgétaire et financière de la région Bruxelles-Capitale pour assurer ses obligations et relever les défis qu'elle aura à relever dans les années à venir. Je pense que là-dessus, on peut se rejoindre. Je ne suis pas inquiet plus particulièrement. Je lis simplement les rapports de la Cour des comptes. Je lis aussi les rapports des autres instances financières, comme le Conseil supérieur des finances et sa section financement. Donc on sait qu'on est dans les difficultés et qu'on a effectivement, par rapport aux problèmes que vous soulevez, une part à prendre, mais qui est assez limitée par rapport aux engagements qui doivent être pris, par exemple, au niveau fédéral. Nous investissons pas mal en région de Bruxelles-Capitale. Maintenant, par rapport aux défis que vous soulevez, je me demande si le projet Canal ou même le métro 3 aujourd'hui vont clairement répondre aux défis que nous voulons rencontrer, et je pense collectivement. Je pense que c'est une question qui va se poser de façon de plus en plus cruciale lors de la prochaine mandature. Il faut aussi dire que des gros déficits d'aujourd'hui sont des éléments de rupture de solidarité intergénérationnelle, parce que la mandature suivante, la génération suivante ont besoin de moyens d'investissement. Si nous les obérons avec une dette excessive, eh bien, nous rompons cette solidarité intergénérationnelle. C'est aussi ça le débat que nous devons avoir ici. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu dans le dialogue que je pourrais avoir avec vous, avec Monsieur le ministre. Par contre, je constate une fois de plus que les entités fédérées ne font jamais que prendre acte du programme de stabilité adopté par la Belgique, souvent à la va-vite, on the buzzer, comme certains disent, le 30 avril. Cela signifie en gros que le fédéralisme budgétaire belge ne fonctionne pas et que l'accord de coopération en question ne fonctionne pas. Il n'y a pas une véritable association du fédéral et des entités pour aller dans la même direction au plan budgétaire, et que ça doit faire partie aussi d'un des éléments de la gouvernance budgétaire et financière de la Belgique qu'il faut réviser parallèlement à ce que l'Europe va nous obliger à faire. Voilà, merci. Merci, M. Magdalene. M. Van Coemberg. Oui, c'est notre inquiétude est aussi au niveau social, donc avec les mesures d'économie qui sont déjà planifiées pour les années à venir, votre plan pluriannuel, encore ça en plus, on s'inquiète surtout pour les conséquences au niveau social. Voilà, vous n'avez pas répondu. Bon, je peux comprendre que voilà, qui soutient, ce qui a soutenu au niveau fédéral, parce que ça me paraît quand même bizarre qu'au niveau fédéral, on dit que tout le monde est d'accord, et ce sont les mêmes partis alors ici au niveau des régions qui viennent se plaindre, etc. Et que dire voilà, on est en panique parce que ça ne va pas. Donc je trouve que ce double langage, ça a quand même assez duré. Merci, M. Van Coemberg. L'incident est clos. Nous passons à présent à la dernière question, question orale de M. Pitzey, s'adresser au ministre concernant l'état d'avancement de la valorisation des connaissances linguistiques des agents d'accueil dans la fonction publique. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, un sujet qui vous est cher, Monsieur le ministre. Et des chiffres que vous connaissez bien. Pour commencer la question, Bruxelles, c'est 184 nationalités. La dernière fois, c'était 182, maintenant c'est 184. 104 langues parlées et plus de la moitié de ces habitantes et habitants qui sont nés dans un pays étranger. Pour de nombreuses Bruxelloises et Bruxellois, la maîtrise du français et du néerlandais demeure souvent compliquée. La maîtrise de la langue est pourtant une condition indispensable pour faire partie du marché du travail, bénéficier de prestations sociales ou tout simplement pour communiquer avec les services publics.
Et donc la barrière linguistique constitue un obstacle majeur à l'accès aux services publics à Bruxelles et de manière générale à l'accès à la citoyenneté. Le gouvernement bruxellois s'est engagé dans sa déclaration de politique régionale à valoriser les compétences linguistiques des agents d'accueil en spécifiant, tout simplement en spécifiant les langues qu'ils maîtrisent. L'objectif est clair, permettre aux citoyens d'être assistés dans une langue qu'ils comprennent, sans préjudice du respect de l'emploi des langues bien entendu, afin d'éviter toute exclusion due à la barrière de la langue. Alors, à ce titre, le 8 février 2024, le Conseil bruxellois pour le multilinguisme, créé à votre initiative, allait dans le même sens que l'accord de gouvernement et recommandait l'autorisation de l'usage de langues autres que le français et le néerlandais dans l'ensemble des contacts avec le public de tous les services publics communaux et régionaux. Je vous avais déjà interrogé à ce sujet en mars 2023. Nous avions discuté des mécanismes en place afin de faciliter la communication au sein des services publics. Et vous aviez également évoqué le modèle en vigueur à la STIB, qui a développé un plan d'acquisition linguistique visant à renforcer le bilinguisme au sein de son personnel. Un modèle qui, selon vous, reflète l'esprit des plans de multilinguisme que vous aimeriez voir émerger à Bruxelles, parmi d'autres organisations, entreprises et autorités publiques. Dès lors, monsieur le ministre, deux groupes de questions. D'abord, le gouvernement a-t-il réfléchi à une manière d'intégrer plus structurellement le multilinguisme, pas de bilinguisme, pas seulement de bilinguisme, mais de multilinguisme à l'ensemble des administrations, et si oui, quelle en sera la teneur? Ces plans de multilinguisme contiendront-ils des mesures visant à valoriser les connaissances linguistiques des agents d'accueil, au-delà de la seule maîtrise du français, du néerlandais et éventuellement de l'anglais? Nous pensons notamment à des dispositifs permettant d'indiquer la langue parlée par un agent lorsqu'il est présent à guichet physique. Et puis, de manière générale, quelle réponse avez-vous déjà formulée aux recommandations émises par le Conseil pour le multilinguisme? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Au sein de notre région, la connaissance de la seconde langue nationale est fortement encouragée, et ce tant au niveau des fonctions d'accueil que pour les autres métiers existants dans l'administration. À cet égard, des formations à la convivialité linguistique, formations à la langue française et néerlandaise sont idéalement prévues chaque année dans les plans de formation. En parallèle à ces formations, les collaborateurs sont également incités à passer les brevets linguistiques octroyant la prime de bilinguisme, facteur d'encouragement au multilinguisme. Étant donné le caractère bilingue de services régionaux bruxellois et au premier plan des services d'accueil, il est prévu la présence simultanée d'agents de ces services s'exprimant en français ou en néerlandais afin d'accueillir les clients de la région. Cependant, à ce stade, la Commission permanente de contrôle linguistique, donc la CPCL, n'autorise pas le test systématique de connaissance de la seconde langue nationale dans le cadre de procédures de sélection, de sorte que le recrutement se doit de respecter la loi sur l'emploi des langues de 1966. En outre, vous évoquez à juste titre le mémorandum lancé par le Conseil du multilinguisme le 8 février dernier, qui a été très largement plébiscité. Le Conseil bruxellois du multilinguisme créé en 2020 à mon initiative vient de synthétiser ses conclusions et de formuler un certain nombre de recommandations dans ce mémorandum adressé aux candidats bruxellois aux élections du 9 juin. Ce document est le fruit de nombreuses discussions menées par le président du Conseil, le professeur Philippe Van Parijs, avec de nombreuses parties prenantes issues de la société civile et des décideurs politiques. Dit memorandum bevat mijns inziens zeer waardevolle voorstellen, maar waarover een volgende regering zich kan buigen, zich zal moeten buigen en mee aan de slag kan gaan. Er zijn 6 aanbevelingen voor het federale niveau, 10 voor het Brussels gewest en 10 voor elk van de gemeenschappen. Een groot deel van dit memorandum is ook gewijd aan het aspect van de talen in de dienstverlening van de Brusselse administraties, in zowel het gewest als in de gemeente. En het uitgangspunt daarbij is dat de Brusselse bevolking niet langer kan beschouwd worden als het eenvoudigweg naast elkaar leven van 2 stabiele gemeenschappen. Ze moet gezien worden als een zeer diverse en veranderlijke bevolking die beter bediend en ook uitgerust moet en kan worden. Daarom pleit de Raad voor een meertalige dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld aan de loketten, waar er naast het Nederlands en het Frans ook het Engels en misschien ook andere talen kunnen gesproken worden. En op federaal niveau adviseert de Raad daarom een wijziging van de taalwetten. Ik zou eerder zeggen, licht ze eerst door, neem daarvoor de tijd.
en zorg dat een wijziging van de taal in functie van die betere dienstverlening mogelijk wordt. En op die manier kunnen we dan kijken hoe en onder welke modaliteiten andere talen voor de contacten met het publiek kunnen geregeld worden. Il existe déjà des exemples de prestations de services dans d'autres langues. Je pense par exemple à l'utilisation de l'anglais ou autres langues au guichet dans certaines communes, Schaerbeek en particulier, et Woluwe-Saint-Lambert par le biais de bonus linguistiques pour les langues autres que le néerlandais et le français. Donc voilà, moi je vois ce mémorandum comme une intéressante étape et incitation aussi pour tous ceux qui seront candidats avant les élections et tous ceux et celles qui prendront les responsabilités après les élections. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Oui, alors je suis pas grandement surpris, mais un petit peu surpris par votre réponse. Je sais que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, et que la question du multilinguisme, ce n'est pas un hasard si nous avons eu une séance en commission sur le sujet, si il y a vraiment eu tout un processus qui a été lancé par ce Conseil pour le multilinguisme pour promouvoir tout ça, pour amener des recommandations. Et les recommandations, vous les avez rappelées. Ces recommandations sont récentes, mais vous avez quand même suivi tout ce processus. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir ce que vous avez déjà mis dans vos cartons, je dirais. Alors, je sais bien qu'il y a pas mal de choses, que le temps est limité d'ici les élections, qu'on va de nouveau en discuter après. Mais je vous avoue que je m'attendais à recevoir déjà des indications peut-être plus concrètes sur ce que vous mettiez déjà à l'agenda. Est-ce que si je peux me permettre une relance, est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de choses, si vous avez quand même quelque chose à dire, auxquelles vous pensez plus pratiquement, compte tenu des recommandations qui ont été mises, ou des préférences, qui sait, que vous voudriez communiquer déjà à ce sujet? Moi, en général, je n'ai rencontré aucune proposition dans ce mémorandum avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Deuxième élément, le prochain gouvernement devra se pencher sur qu'est-ce qu'il veut faire pour ancrer plus le multilinguisme sans des modifications législatives. Et troisièmement, comment le gouvernement ou d'autres niveaux politiques pourront ou voudront mettre en œuvre une modification des sacro-saintes lois linguistiques de 1966. Et donc ça prendra un peu plus de temps et ce sera plus difficile. Mais donc voilà, mettre en œuvre tout ça maintenant avant les élections, c'est un peu juste, je pense. C'est pour ça que c'est appelé un mémorandum. Mais le prochain gouvernement pourra faire plus que l'actuel, mais pas tout, parce que beaucoup est lié à la loi. Et donc là, je réfère à la troisième partie de ma deuxième réponse. Monsieur le député, éventuellement? Non. Une suggestion par rapport aux lois linguistiques? Alors, vous ne m'aurez pas sur les lois linguistiques. Ma question porte... Une proposition de résolution, éventuellement? Non, mais pas là tout de suite. Mais... non, mais ne me tentez pas en même temps, oui. Mais non. Je vous tente. Oui, je voulais. Non, moi je parlais d'un truc vachement plus pratique qui était l'aide. Mais d'ailleurs, je sais que le parti dont vous faites partie est sensible aussi et travaille sur des textes en la matière. Mais oui, c'est ça. Non, voilà, moi je parlais très bêtement d'aide, de petits mécanismes super concrets qui permettent d'aider des gens qui ne parlent pas impeccablement le français ou le néerlandais à l'administration, sans que cela demande des modifications législatives. Mais j'ai bien compris le sens de votre réponse, on en discutera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue Pitseis. L'incident est clos. Avant de clôturer cette séance de notre commission, vous rappelez deux choses. Un, vous rappellerez qu'on a eu un débat avec le ministre sur le codex. Alors, je ne veux pas faire le proviseur, mais à ce stade, nous n'avons que deux partis qui ont appliqué leurs devoirs, c'est-à-dire le groupe écolo et le groupe socialiste. Vous rappellerez qu'on avait convenu que les députés transmettent leurs questions techniques au ministre pour avoir les réponses. Ce jour, seuls deux partis ont fait leurs devoirs et je les félicite. J'invite donc les autres partis qui ont éventuellement des questions techniques. Il me semblait que lors de la dernière commission, beaucoup de collègues avaient des questions. Malheureusement, nous ne les avons pas. Donc je fais l'appel ici oralement et nous aurons les services qui vont évidemment faire également un appel écrit.
Je salue le cabinet et le ministre. Donc, si vous souhaitez des réponses à vos éventuelles questions concernant le codex, il est plus que temps de les envoyer. Sinon, le délai sera dépassé. Deuxième chose, avant de clôturer la réunion de notre commission, je vous rappelle qu'il y a une réunion du groupe de travail sur la consultation populaire et un des présidents de ce groupe de travail est présent, c'est M. Pitseis. Donc je vais clôturer et si les membres du groupe de travail le souhaitent, vous avez évidemment la salle de la commission à votre disposition. M. Van Zandvoort, le responsable de tout ce qui est consultation populaire, commission délibérative, participation citoyenne est présent. Et donc je vais clôturer ici la commission des finances de ce jour. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Merci.